Donc, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Franck Pifot, je suis consultant et formateur spécialisé dans la gestion des collectivités territoriales et plus particulièrement des questions de finances locales. J'interviens auprès des élus, des personnels de collectivités territoriales, mais aussi des personnels de satellites de collectivités territoriales, avec notamment les SEM ou les bailleurs sociaux. Et puis, je forme également beaucoup de personnes qui financent le secteur local, donc les banquiers traditionnels, que ce soit la Caisse des dépôts, les caisses d'épargne, la Banque postale, le Crédit mutuel ou le Crédit agricole, pour ne citer que cela. Donc, écoutez, on va faire une petite séquence sur un sujet qui est intéressant de plus en plus pour les collectivités, qui porte sur la prospective financière et donc un petit peu sur la visibilité que l'on a en termes de pilotage à moyen terme d'une collectivité locale. Je vais répondre à toutes les questions que vous souhaiterez, donc n'hésitez pas à me solliciter durant et à la fin de l'intervention. Et je commencerai simplement par refaire un petit peu d'éléments de contexte. La prospective financière s'inscrit dans une période un petit peu spécifique aujourd'hui, puisqu'on est en fin de mandat, qu'on va rentrer dans une période d'élection et donc de renouvellement des équipes municipales. Et moi qui interviens auprès d'un certain nombre d'élus en place ou d'un certain nombre d'élus qui souhaiteraient conquérir des collectivités territoriales, évidemment, un des sujets importants est de savoir le projet que l'on souhaite porter, les opérations que l'on souhaite mettre en œuvre, est-on en mesure de pouvoir y faire face? Et donc, on est tout de suite amené à parler de prospective financière. C'est un souci qui motive et qui anime beaucoup des personnes que j'accompagne aujourd'hui, ne sachant pas si leurs propositions sont réalistes par rapport aux capacités financières de leur collectivité. Alors évidemment, quand on est du côté de l'équipe actuelle, c'est quelque chose que l'on maîtrise mieux et c'est plus complexe quand on est sur une équipe avec des gens qui sont actuellement dans l'opposition ou pas encore élus. Voilà. Donc, cette question étant très importante pour la période qui s'annonce et pour le mandat qui va s'en suivre, pourquoi la prospective financière est quelque chose d'important en fait pour les collectivités territoriales? Eh bien, c'est un outil avant tout qui va permettre le pilotage de la collectivité territoriale et de lui donner des informations sur ses capacités à réaliser les engagements ou les projets qui ont été portés par les élus qui sont à la tête de cette collectivité. Donc, c'est un outil indispensable pour à la fois savoir si on est en mesure d'avoir les capacités financières de réaliser ces projets, de pouvoir déterminer également le rythme de réalisation de ces projets. Donc tout ça, pour un certain nombre d'entre vous, vous savez déjà un petit peu comment ça se passe, puisque beaucoup de collectivités territoriales ont déjà mis en œuvre ce qu'on appelle des PPI, des plans pluriannuels d'investissement ou de la programmation pluriannuelle d'investissement. Et donc, en fait, pour pouvoir réaliser justement cette programmation, il faut être en mesure de connaître les ressources dont on dispose pour pouvoir investir et donc de pouvoir procéder aux arbitrages nécessaires en fonction notamment de ces ressources propres, autrement dit de l'autofinancement ou de notre épargne brute et de notre épargne nette, qui est une des sources principales des financements des investissements. Mais évidemment, ce n'est pas la seule, puisque on verra un petit peu plus tard que l'intérêt aussi est de voir comment nos partenaires peuvent nous financer, que ce soit des subventions ou que ce soit parfois le recours à l'emprunt. Donc la prospective financière est importante puisqu'elle va vous permettre d'essayer de planifier, de caler dans le temps la réalisation de vos projets. Alors, comment mettre en place rapidement une prospective financière, une prospective financière? Eh bien, déjà, pour pouvoir travailler sur l'avenir, puisque la prospective, c'est évidemment de se projeter sur l'avenir, il faut déjà avoir une idée de la situation de la collectivité à l'instant où on parle. Donc, autrement dit, il faut faire une traditionnelle analyse financière rétrospective de la collectivité pour connaître sa situation financière et ses principaux ratios, notamment en matière de dette ou en matière d'épargne. Et puis, une fois qu'on a analysé le passé, donc le diagnostic le plus fiable et le plus objectif possible, on va commencer à travailler sur l'avenir et l'échelle temps la plus adaptée me paraît être entre 5 et 6 ans. L'horizon de la prospective financière à plus long terme
devient très aléatoire, mais ça peut permettre de dégager certes des tendances. Et à très court terme, c'est plus de la prospective, c'est du budget pratiquement d'année en année. Donc, il va falloir être en mesure de pouvoir déterminer des éléments sur cette période de 6 ans, aussi bien en matière de fonctionnement, et donc notre capacité à générer de l'autofinancement, qu'en matière de projets que l'on souhaite mettre en œuvre. Alors, évidemment, dans la période qui s'annonce à partir d'avril 2020, avec les nouvelles équipes de toute façon municipales, on aura évidemment beaucoup d'éléments pour savoir ce que l'on veut intégrer dans cette prospective. Et donc, l'objectif sera de déterminer de façon le plus objective possible notre capacité d'investissement. Alors, la capacité d'investissement, c'est à la fois les ressources propres que l'on peut mettre pour financer nos projets, sachant qu'il existe un effet évidemment de levier qui va se conjuguer à la fois avec notre capacité à mobiliser nos partenaires financiers, l'État, l'Europe, les régions, les autres collectivités territoriales qui pourront nous aider, voire d'autres partenaires de nature peut-être plus privée, et évidemment aussi notre capacité à avoir recours à l'emprunt. Donc l'objectif de la prospective, ça va être d'essayer de déterminer notre capacité minimale et réaliste de pouvoir mettre en œuvre ces investissements. Alors, comment déterminer notre niveau d'autofinancement, qu'on appelle évidemment épargne brute dans les collectivités territoriales? Eh bien, c'est quelque chose qui est de façon rétrospective, j'allais dire relativement facile à faire, puisque le passé, on connaît les données objectives. Et si on prend le compte administratif 2018, il est assez aisé de pouvoir déterminer notre niveau d'épargne brute. Ce qui va être plus compliqué, c'est de savoir si ce niveau d'épargne brute est un niveau récurrent, normatif, ou est-ce qu'il a un caractère plutôt aléatoire en 2018, voire en 2017, voire en 2016. Donc la capacité pour nous va être de devoir se projeter sur l'avenir et de savoir quel pourrait être notre niveau d'épargne que l'on pourra atteindre. Et là-dessus, on verra qu'on va déterminer un certain nombre d'hypothèses pour nos scénarios afin d'avoir des scénarios du fil de l'eau et puis d'autres profils de scénarios qui peuvent être des scénarios très pessimistes, mais nous permettent de faire ressortir nos éléments de base qui sont des éléments les plus solides. Alors évidemment, pour savoir quel sera notre niveau d'épargne, d'autofinancement dans les années à venir, il faut maîtriser deux choses. J'allais dire c'est simple, mais c'est extrêmement compliqué dans les faits. Il faut avoir une maîtrise évidemment des dépenses de fonctionnement. Et là, évidemment, les élus, les personnels de collectivité ont la capacité à maîtriser un certain nombre d'évolutions de ces dépenses, voire une partie de réduction. Mais il y a d'autres éléments, évidemment, qui dépendent d'autres acteurs, notamment de l'État, au travers de ses décisions dans les lois de finances, et notamment par rapport à tout ce qui peut toucher la rémunération des personnels des collectivités territoriales. Évidemment, le poste personnel, charge de personnel, restant le poste le plus important à maîtriser dans le cadre des budgets et sur lequel on n'a pas forcément la totalité des moyens ou des leviers pour pouvoir le maîtriser comme l'on le souhaiterait. Mais ça reste quelque chose d'essentiel. Évidemment, si on rentrait plus dans le détail, on rentrerait un petit peu plus dans une analyse de comment je peux essayer de maîtriser l'évolution des dépenses de personnel de ma collectivité. Sur les autres postes de dépenses de fonctionnement, il y a déjà eu un certain nombre d'opérations d'arbitrage ou de réduction au cours des dernières années qui ont été opérées dans les collectivités. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est que les marges de manœuvre restent ou sont peut-être plus difficiles, justement, en matière d'économie qui pourrait être envisagée. Donc sur le côté dépenses, voilà rapidement un petit peu le tour, l'état des lieux. Sur le côté, l'autre côté, le côté des recettes, eh bien, évidemment, c'est très important d'essayer de déterminer les recettes que l'on pourra engranger au cours des prochaines années, sachant qu'aujourd'hui, évidemment, on est dans une incertitude assez importante compte tenu de la réforme fiscale et financière qui s'annonce autour de la suppression de la taxe d'habitation. Alors évidemment, cela va changer à la fois les équilibres et les origines des ressources des collectivités territoriales.
Vous allez me dire, ce n'est pas la première fois qu'on subit un changement profond de la fiscalité dans les collectivités territoriales. Il y a une dizaine d'années, c'était la taxe professionnelle que l'on réformait, en fait, plutôt en la supprimant, qui a rebattu notamment toute la carte fiscale au sein des collectivités territoriales. Puisque je vous rappelle que dès cette période-là, les régions ont été dessaisies de toute fiscalité des ménages, les départements ont envoyé de la taxe d'habitation sur le bloc local et que cela a perturbé effectivement les recettes des collectivités. Il a fallu mettre en place des dispositifs de correction. Bon, vous connaissez tous la fameuse dotation de compensation à la réforme de la taxe professionnelle ou le Fonds national de garantie individuelle de ressources, qui sont des outils complexes, mais qui étaient nécessaires pour permettre une certaine équité entre les collectivités territoriales. Donc, ce qui s'est fait au moment de la suppression de la taxe professionnelle devrait peut-être revoir le jour. En tout cas, on va certainement utiliser des outils similaires au moment de la suppression de la taxe d'habitation. Donc, les impacts de cette réforme, de cette suppression de la taxe d'habitation, va se traduire par de nouvelles ressources qui devraient être dévolues aux collectivités, notamment municipales et intercommunales. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'a pas arrêté de façon définitive les nouvelles recettes fiscales qui devraient être attribuées à ces collectivités, mais on s'attend en partie à ce que la taxe foncière des départements soit dorénavant octroyée au bloc local, au bloc municipal. Alors, ça aura donc forcément des conséquences sur nos capacités, évidemment, à nous financer et sur la maîtrise de l'évolution de la ressource fiscale, sachant que, évidemment, la taxe d'habitation représentant aujourd'hui quand même la masse la plus importante dans la fiscalité des communes. Cette suppression sera remplacée peut-être par de la taxe foncière donc venant des départements et certainement par une autre source de financement, peut-être un reversement de la taxe à la valeur ajoutée que l'État reverserait de son budget, avec toutes les conséquences que cela a, puisque la TVA, évidemment, nous ne maîtrisons pas l'évolution, alors que sur les taxes d'habitation ou taxes foncières, vous avez au moins la possibilité de pouvoir faire évoluer les taux dans un sens ou dans l'autre. Donc l'enjeu important pour la prospective financière des prochaines années, ça va être déjà de pouvoir déterminer avec une fiabilité la plus forte l'évolution des recettes de fonctionnement. Et puis après, évidemment, quand on travaille sur une prospective, on peut aussi intégrer des éléments qui sont des éléments spécifiques à chaque collectivité, liés notamment peut-être à des aspects de population, à des aspects de la démographie ou à l'évolution de son territoire, notamment en matière d'intercommunalité. Alors pourquoi introduire ces éléments? Ça veut dire que d'abord en matière de projets ou d'offres de services, l'évolution de la démographie, de la population, le vieillissement ou au contraire le rajeunissement, ça va forcément induire des besoins auxquels vous devrez répondre. Et puis l'intercommunalité, ça sera évidemment à un moment donné de savoir si c'est nous qui faisons en tant que commune ou si cela bascule à l'intercommunalité, même s'il y a déjà beaucoup de compétences qui ont été transférées, il y en a encore un certain nombre qui pourraient l'être dans les prochaines années. Donc ça veut dire que cela doit être intégré également au niveau de la prospective et des conséquences financières que cela peut induire pour votre collectivité, soit parce que ça vous allège votre budget, soit parce que ça peut éventuellement alourdir celui-ci. Donc, autre élément, autres aléas, évidemment, qu'on a évoqué rapidement, c'était également sur les réformes de l'État, sur éventuellement l'évolution des dotations de l'État, la dotation globale de fonctionnement n'étant plus dans un rythme de baisse drastique, mais continuant à être écrétée chaque année. Jusqu'où irons-nous donc dans ce rythme de, j'allais dire, d'érosion permanente? Et on verra également si les effets de la péréquation, qui ont été très importants au cours des 6 à 7 dernières années, je vous rappelle que le FPIC, le Fonds national de péréquation de la ressource intercommunale, a eu quand même des effets très importants sur les territoires, c'est-à-dire les intercommunalités et leurs communes membres, puisque ce dispositif créé en 2012 et à l'époque était alimenté par la contribution d'un certain nombre de communes et d'intercommunalités représentait 150 millions, qu'on est aujourd'hui au milliard. Ce dispositif
Comment va-t-il évoluer dans les années à venir? Évidemment, nous ne le savons pas, mais c'est vrai que quand on est contributeur ou quand on est bénéficiaire du FPIC, eh bien évidemment, c'est un élément qu'il faut intégrer de façon raisonnable dans la prospective financière. Alors après, quand on a déterminé ces éléments principaux, aussi bien en termes de dépenses de fonctionnement que de recettes fiscales de la collectivité, eh bien, on va travailler sur des scénarios, parce qu'une prospective, des scénarios, une prospective, c'est évidemment une projection avec beaucoup d'incertitudes. Donc, on va travailler avec des hypothèses. Alors, il y a une hypothèse de base qui est une hypothèse incontournable, c'est-à-dire le fil de l'eau, pour voir un petit peu comment les choses évolueraient naturellement, tout simplement en indexant, par exemple, un certain nombre de charges, etc. Mais on a bien vu que c'était déjà difficile de prévoir l'évolution des dépenses de fonctionnement, même quand on est dans le cadre du fil de l'eau. Donc, ça reste quand même un exercice qui va demander beaucoup d'attention. Et puis après, évidemment, on peut envisager des scénarios qui soient soit très optimistes, soit au contraire très alarmistes pour voir un petit peu dans quelle situation on pourrait se retrouver si tout allait bien ou si tout allait très mal. Et cela nous permettrait de procéder aux arbitrages et aux corrections éventuelles. Voilà, alors pour conclure, on rentrera peut-être un peu plus dans le détail si vous avez des questions par la suite. La prospective financière, eh bien, c'est quand même un outil qui est important pour les élus parce que ça conditionne la réussite de leur mandat. Aujourd'hui, quand même, les élus essayent de mettre en œuvre ce qu'ils ont promis. Et donc, il faut déjà savoir si ce qu'on promet est réalisable avant d'être élu. Et une fois élu, être en capacité de le faire dans le délai d'un mandat. Alors 6 ans, c'est court, sachant que le rythme, évidemment, des collectivités en termes de réalisation est plutôt long, mais c'est quand même un outil qui sera indispensable et dont les équipes à venir vont s'emparer très rapidement pour pouvoir être garantes de la réussite de leur mandat et donc de le mettre en œuvre. Et la prospective, c'est aussi un outil qui vous permet de piloter votre collectivité pour éventuellement faire évoluer, corriger cette situation financière en fonction des éléments que vous percevez. Et donc, vous avez la capacité de dire, bien, je sens des fragilités qui se profilent ou qui augmentent au fil du temps. Donc, je vais prendre un certain nombre de décisions pour les corriger, pour les enrayer. Donc, l'outil prospective financière est vraiment quelque chose qui est devenu indispensable pour les collectivités territoriales. Voilà, en quelques mots, ce que je pouvais vous dire. Évidemment, avec la Gazette, eh bien, vous pourrez approfondir sur des questions plus précises en termes de formation, puisque j'anime une formation les 5 et 6 novembre à Paris sur cette question-là, où évidemment, on rentre beaucoup plus dans les détails, beaucoup plus dans les techniques, et notamment aussi dans quels outils informatiques vous permettent de travailler sur la mise en place d'une prospective, et on travaille évidemment sur les hypothèses, sur les éléments qu'il faut absolument avoir à l'esprit quand on veut se lancer dans une prospective financière. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des premières questions. Non, on est à peine fini, c'est normal, il faut le temps de digérer. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le temps que vous réfléchissiez à la première question, qui est toujours la plus facile, eh bien, je crois que le 17 octobre, à la Gate, c'est à Paris, je ne sais pas le lieu, vous avez également une journée d'information sur le projet de loi de finances 2020 pour avoir un petit peu les premiers éléments financiers qui vont concerner les collectivités territoriales pour l'année à venir et qui sont des éléments qui seront utiles forcément pour pouvoir commencer à travailler ou à retravailler notre prospective financière. Alors évidemment, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la prospective, c'est quelque chose qui se vit et qui est permanente. Une fois qu'on a lancé une prospective financière, on la fait vivre et on la recale d'année en année pour justement voir ce qu'on a réussi, pour éventuellement mesurer les écarts, recaler les choses et prendre un certain nombre de décisions ou d'arbitrages. Première question. Alors, on a une première question. Est-ce que si l'on travaille sur une hypothèse à recette constante, c'est réaliste? Alors, est-ce que si on travaille
Une hypothèse avec des recettes constantes, est-ce que c'est réaliste? Pas forcément, parce que évidemment, il y aura l'impact de la réforme de la fiscalité. Alors, même si la première ou les premières années, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une stabilité, ça peut être rassurant. Sur les années suivantes, je ne sais pas comment cela peut évoluer. La deuxième chose, c'est que, a priori aussi, l'État, au travers de la loi de finances, mais au travers de la loi de programmation des finances publiques qui a été votée en 2018, normalement, s'est engagé à ne pas baisser les dotations. Mais on voit bien qu'il y a quand même un phénomène d'érosion vis-à-vis de l'écrêtement, donc de la dotation globale de fonctionnement. Donc on peut quand même peut-être être vigilant sur le fait que même en indexant pas ces recettes, on n'est pas sûr que celles-ci ne diminuent pas. Malgré tout, il peut y avoir des effets qui se compensent puisque vous savez que les impôts locaux font l'objet, actuellement en tout cas, d'une indexation chaque année de l'ordre de l'inflation. Donc ça veut dire qu'en euros constants, eh bien, au moins cette recette-là, elle peut être garantie. Donc, tabler sur, dans le cadre d'une hypothèse au fil de l'eau, une absence d'évolution des recettes, notamment fiscales, enfin des recettes globales, peut envisager. Après, il faut aussi l'intégrer à votre dynamique locale. Est-ce que vous êtes sur un territoire où vous gagnez de la population, vous avez beaucoup de constructions, etc., qui vont faire que les recettes fiscales générées notamment par les taxes locales, au moins la taxe foncière et encore un peu la taxe d'habitation, vont générer un revenu en augmentation. Et dans ces cas-là, ça serait dommage de sous-évaluer votre recette. Donc, moi, je conseillerais de faire toujours votre scénario au fil de l'eau. Donc là, ça veut dire effectivement, on peut avoir quelque chose d'assez conservateur en termes de recettes, et donc de procéder simplement à une légère indexation correspondant à l'inflation, autour de 1%. Et puis après, vous pouvez avoir une approche un peu plus en phase avec la réalité ou le dynamisme de votre collectivité territoriale, soit parce que vous êtes dans un territoire où vous avez beaucoup de construction, beaucoup d'arrivées de population, et d'intégrer quand même une augmentation de vos recettes. Parce que l'objectif de la prospective, c'est quand même d'utiliser au mieux les ressources que l'on a pour réaliser les services et les projets de la collectivité. L'objectif, c'est pas de sous-évaluer nos capacités à faire. Ça poserait, à mon avis, quelques questions à certains élus, parce qu'on leur dirait qu'on ne peut pas faire des choses alors qu'en réalité, on aurait pu faire. Donc l'objectif, c'est quand même d'être justement le plus objectif possible et le plus fiable dans les éléments d'évaluation. Il faut une certaine sincérité. En tout cas, ce qui est important, c'est que les hypothèses doivent être écrites. Et les hypothèses, elles doivent être écrites parce que justement, on doit se rappeler de ce qu'on a fait et éventuellement le corriger pour les exercices suivants. Voilà, j'espère avoir répondu. Une autre question? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Donc, je voulais savoir si les personnes qui étaient en ligne avaient déjà mis en œuvre une prospective ou simplement s'intéressaient à la mise en œuvre d'une prospective financière. C'est moi qui pose des questions maintenant. Voilà. J'aimerais avoir votre retour en la matière. Moi, je ne les vois pas arriver les questions. Alors, avez-vous des informations sur l'impact financier de la réforme de la fonction publique territoriale? Vous n'avez pas encore eu réponse à cette question? Oui, alors non, je n'ai pas d'impact probant sur les conséquences financières de cette réforme. Évidemment, ça c'est quelque chose qui, à un moment donné, il faudra l'intégrer dans la prospective. La difficulté de la prospective financière actuellement, vous voyez, c'est qu'il y a plein de réformes en cours ou sous-jacentes dont on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Donc il faut travailler sur des éléments qui nous paraissent les plus probables. Mais aujourd'hui, on est parfois surpris de ce qu'on croyait possible, parce que ce n'est pas forcément ce qui est décidé à la fin. La réforme devrait quand même avoir un impact, je pense, en matière de coûts. Donc, on peut tenir compte de cette évolution avec une indexation peut-être plus importante on va dire des charges de personnel, en tout cas dans un premier temps. Donc, les effets qu'on a déjà et qu'on doit maîtriser sur le glissement vieillesse technicité pourraient être un petit peu amplifiés dans un premier temps par rapport à cette réforme à venir. Voilà, c'est comme ça que je l'analyserai. Après, sur un temps plus long,
je pense que les collectivités auront certainement plus de marge de manœuvre, puisque ça va induire plus de souplesse dans le fonctionnement et la gestion des ressources humaines. Pas d'autres questions? Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, devons-nous communiquer à chaque candidat la prospective qui va être présentée au conseil actuel? Alors, la question, c'est qui fait la prospective et qui l'utilise? Alors, vous avez deux approches. Vous avez des collectivités où la prospective financière est totalement transparente. Ça fait l'objet de discussions ou de débats dans le conseil municipal. Par exemple, c'est un des éléments qui peut servir au rapport d'orientation budgétaire chaque année. Et puis après, vous avez des collectivités où la prospective, évidemment, est entre guillemets plus stratégique et donc secrète. Et elle est faite qu'auprès d'un certain nombre d'initiés. Là-dessus, moi, évidemment, j'encouragerais plutôt à ce que chacun puisse avoir accès à cette information. Maintenant, c'est chacun décide ce qui lui paraît être le plus opportun. Si ça fait l'objet de discussions en conseil municipal, évidemment, tout le monde peut se l'approprier. Si ça reste quelque chose qui est, entre guillemets, en off, ben là, évidemment, personne n'y aura accès. Mais les futurs candidats, en tout cas, moi, travaillant pour un certain nombre d'entre eux, sont très intéressés sur cette problématique de prospective, c'est ma capacité d'investissement. Voilà. Donc, moi, en ce moment, je travaille avec des candidats qui ont émis des idées et on essaye de voir avec eux si ces projets sont réalistes par rapport à la situation financière de la collectivité et sa capacité à investir dans les 6 prochaines années. Donc, eux, ils sont aujourd'hui non élus, ils ne sont pas dans l'opposition parce qu'ils ne sont même pas élus, mais ils travaillent avec les éléments que l'on peut récupérer quand on n'est pas dans la collectivité, mais il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont en ligne. On n'a pas trouvé de prospective financière sur la collectivité en question, en tout cas sur la commune à laquelle je pense actuellement. D'autres questions? Oui. Y a-t-il à poursuivre l'analyse financière avec les ratios actuellement utilisés? Alors, faut continuer l'analyse financière à partir de la prospective? En tout cas, la prospective financière, elle doit vous permettre de vous projeter vers l'avenir et de déterminer les ratios que vous aurez en fonction, évidemment, de ce que vous projetez de faire. L'intérêt, c'est que chaque année, évidemment, il faudra les recaler. Il faudra calculer, évidemment, ces vrais ratios. La stratégie, c'est aussi un des outils qui vous permet, la prospective financière, pardon, c'est aussi un des outils qui vous permet de respecter votre stratégie financière. Si vous avez mis des objectifs en matière financière, que ce soit en matière de capacité de désendettement, que ce soit en matière d'épargne brute ou de taux d'épargne brute, eh bien, vous allez voir si justement la réalisation que vous projetez va vous permettre de respecter ces objectifs financiers. Et c'est pour ça qu'ils doivent évidemment être omniprésents, ces ratios, et ils sont évidemment très très utiles à la fois pour préparer la prospective et aussi pour suivre cette prospective. Donc oui, il faut toujours les déterminer. Voilà. Alors après, évidemment, plus vous rentrez dans une démarche, j'allais dire, de stratégie financière, plus cela devient essentiel. Après, les ratios, il y en a quelques-uns qui sont fondamentaux et il y en a d'autres qui sont un petit peu moins importants. Donc, à vous de déterminer ce qui vous paraît être le plus important. Moi, j'interviens dans des collectivités où c'est l'investissement qui est une priorité. Donc, on sait très bien que quand on veut maximiser l'investissement, il faut maximiser son épargne brute, aussi bien en valeur qu'en pourcentage. Et c'est un des ratios importants. Évidemment, il a d'autres conséquences sur les autres parce que ça influe, évidemment, la capacité de désendettement, puisque plus j'augmente mon épargne brute, plus j'ai une capacité de désendettement qui est favorable. Une autre question? Pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Qu'est-ce on arrête ou ça me paraît... à moins qu'il y ait une ultime question? Alors, s'il y a d'autres questions d'ici la fin, on pourra y répondre par la suite. D'accord. S'il y a d'autres questions, on répondra par mail, on les traitera évidemment par la suite, mais pas en direct. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci. Et puis, bon courage pour la mise en œuvre de votre prospective. À bientôt. Au revoir.